Bienvenue sur Geek & Fit. L'objectif de cette chaîne autour du sport est simple. Remettre l'individu, c'est-à-dire toi qui regardes la vidéo, au centre des priorités. Formulé autrement, mon objectif c'est que tu progresses. Pas de méthode miracle, magique. Pas de bullshit, je te donne mes sources en description et je te dis quand j'en ai pas. Je vais peut-être utiliser des mots compliqués, je vais sans doute avoir l'air condescendant, ne t'y trompe pas, c'est parce que je veux t'expliquer des choses sans pour autant te prendre pour un ou une idiote. Pour progresser, il y a deux solutions, qu'on t'apporte quelque chose de positif ou qu'on te retire quelque chose de négatif. Aujourd'hui, la vidéo va clairement s'orienter vers la première solution. Cette vidéo est la partie 2 d'une masterclass sur le street workout, donc je te conseille vivement d'aller voir la 1 d'abord pour avoir une présentation de l'intervenant ou du concept par exemple. Sinon je te souhaite un bon visionnage et encore une fois désolé pour le son, on a fait au mieux. On se retrouve du coup pour la petite partie discussion interview. Donc toujours avec Colin, on va parler de 2-3 petits sujets qui me sont venus, des questions qui me sont venues durant l'entraînement ou des choses un petit peu plus générales sur le street workout et qui me semblent importantes de discuter. Première chose, on a parlé de l'utilisation de la vidéo. Et quelle utilisation du coup vous avez en street de la vidéo? Est-ce que c'est juste pour les personnes qui s'entraînent seules? Est-ce que c'est quand même important d'avoir des traces vidéo, même si on a quelqu'un qui nous coach à côté? Comment est-ce que ça se passe de ce point de vue-là? La vidéo a une place très importante dans le street pour plusieurs raisons. La première, c'est que effectivement déjà pour les personnes seules, comme j'ai pu le faire remarquer tout à l'heure, pour les corrections techniques, c'est très utile et très important. Et même au-delà de ça, vu qu'on a une discipline qui a quand même un aspect artistique, normalement on verra justement dans la démonstration, j'ai pu faire un petit walk, ce genre de choses, pouvoir voir s'il rend bien à l'image, c'est important de pouvoir se voir. Et là, même si on est en groupe, que quelqu'un à côté nous dise non, ton walk il était bien, ouais, mais il faut que je vois comment il rend. C'est important. Mais même au-delà de ça encore, pour les compétitions, souvent c'est sur sélection vidéo. Pour la notoriété aussi, parce qu'on tourne énormément autour de la notoriété, vu qu'on n'a pas encore on n'a pas encore un système de pointage, on n'a pas encore des juges officiels de fédération ou ce genre de choses. Du coup, on va beaucoup jouer sur la notoriété et donc sur l'image qu'on renvoie. Donc la vidéo et la photo a un aspect prépondérant dans la reconnaissance qu'on a dans ce sport. Mais ça, ce serait plutôt pour les athlètes justement qui souhaitent se démarquer et pas juste pour la pratique, la pratique solitaire. Donc le street workout finalement, en tout cas ce que tu fais, le freestyle, oui, c'est une discipline artistique. Oui. Et pour le coup, il y a toujours une part de subjectivité dans l'artistique. Totalement. Et ce que je trouve assez intéressant de ce point de vue-là, c'est que ça veut dire que est-ce qu'on a vraiment des corps qui sont plus adaptés pour le freestyle en dehors de ce dont on a parlé, c'est-à-dire évidemment essayer d'éviter d'avoir des jambes qui soient disproportionnées par rapport au haut du corps parce que sinon on a du mal à se soulever, mais est-ce qu'il y a un type de corps qui prédomine à l'échelle mondiale ou alors est-ce qu'on a des grands, des petits, évidemment pas un haut taux de masse grasse parce que je suppose que c'est difficile. C'est impossible. Voilà, c'est difficile de se soulever. Quand on est athlète de haut niveau, le taux de masse grasse est forcément bas. Bah, pas en sumo, mais en... je voulais dire dans ce type de pratique. Ouais. Dans la pratique poids de corps, forcément qu'un athlète de haut niveau, même si par exemple il a une morphologie qui est susceptible d'avoir un plus haut taux de masse grasse, il sera au plus bas de son taux de masse grasse que sa morphologie lui permet d'avoir. Ok, voilà, ça c'est très bien. Et du coup, est-ce que en dehors de ça, il y a un type de corps qui prédomine à l'échelle mondiale? Là-dessus, je vais essayer de répondre d'abord d'un point de vue le plus objectif possible et factuel avec ce que j'ai pu voir, mais j'ai un avis subjectif aussi dessus que je donnerai juste après. Bien sûr. D'un point de vue objectif, dans les compétitions, on trouve majoritairement des personnes de petite taille, mais surtout au segment court. Les segments courts prédominent vraiment dans la pratique de haut niveau. Il existe quand même des personnes grandes ou au segment long. Et d'ailleurs, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment un corps spécifiquement adapté parce qu'on voit rapidement que les personnes qui vont être très douées en agilité, qui vont pouvoir faire des choses comme des 900, donc 900 pour vous donner une idée, c'est on se balance et quand on est du coup torse vers le ciel à la fin de notre balancier, on lâche la barre et on fait 2 tours et demi avant de rattraper. Donc vous imaginez bien que faire 2 tours et demi avant de toucher le sol, ça veut dire qu'on tourne extrêmement vite. Donc les personnes qui ont des segments longs, qui sont plutôt fins, qui vont avoir un corps, je vais vulgariser, d'asperge, vont vraiment être très forts dans ce type de rotation, dans ce type de vrille, et auront souvent d'ailleurs des difficultés sur l'aspect plus force, où justement le segment court va permettre de pouvoir moins solliciter l'articulation, de pouvoir éviter des blessures, éviter de la fatigue et tout simplement exercer plus de force dans le rapport poids-puissance. Ok,
Et après, pour mon aspect plus subjectif, je dirais que l'une des raisons principales qui fait qu'on ne voit pas de personnes de grande taille, ou peu de personnes de grande taille dans ce sport, parce qu'il en existe, hein, je vous invite à rechercher Vitaly Feshuk, qui est un mec qui doit s'approcher des 1m95 ou quelque chose comme ça, qui doit être presque à la centaine de kilos, et qui fait tous les mouvements de force que je fais, peut-être même en mieux, alors que pourtant justement la force est censée être l'aspect de ce sport qui est dur pour les grandes personnes. Donc on en a, mais je pense que le problème est que effectivement, avec un poids léger, le rapport poids-puissance étant tout de suite plus facile à obtenir, toutes les personnes de petite taille et au poids léger pourront se concentrer vraiment purement sur la technique. Là où quelqu'un qui est grand et lourd va devoir s'intéresser beaucoup plus à l'aspect force brute. Et l'aspect force brute ne lui permet pas de skipper la technique. Donc, beaucoup de personnes de grande taille vont avoir l'impression que c'est plus dur, voire inatteignable, et risquent de délaisser cet aspect de la pratique pour un aspect plus set and reps, où là, au contraire, si même ils partent dans le street lifting, donc c'est la partie où on va se lester, ils vont pouvoir faire des muscle-up à 50 kg, 60 kg, chose que je ne peux pas faire parce que ça voudrait dire que je mets mon propre poids en dessous de mes jambes pour faire un muscle-up. C'est pas demain la veille. Et du coup, ils vont avoir tendance à s'intéresser sur des choses où ils ont l'impression d'avoir plus de facilité. Mais, et là je suis dans la subjectivité totale, pour avoir entraîné des personnes de grande taille et au poids lourd, c'est même pas forcément tant plus long que ça. C'est juste que quand on va venir chercher des renseignements sur la pratique, on va avoir que des renseignements techniques. Donc pour quelqu'un qui aura besoin de prendre une force brute et un meilleur rapport poids-puissance en un temps donné, forcément ça va être beaucoup plus difficile parce que si on lui dit juste bah, fais ce type de renfo, fais ce type de renfo, fais ce type de renfo, il va se buter à la tâche, avoir l'impression de ne pas avancer et voir l'autre petit gringalet à côté qui s'occupe déjà de corriger sa position alors que lui n'arrive même pas encore à se soulever. C'est extrêmement frustrant et il va certainement abandonner avant de réussir. Ça, c'est intéressant, le facteur psychologique, parce que moi, je me souviens que c'était... Alors, je ne pourrais pas te dire son nom de famille, mais il me semble qu'il s'appelait Daniel, qui avait gagné au FIBO. Daniel Slezans. Voilà. Qui est un grand. Voilà, qui est un grand, qui avait fait des trucs incroyables en freestyle, c'était fou. Il était au-dessus de tout le monde, enfin je trouvais, durant cette compétition, sauf le tout petit d'Amérique du Sud, Iquan, voilà, qui était, enfin voilà, ils ont fait finale, voilà, ils ont fait finale tous les deux, c'est pas pour rien quoi, mais pour le coup, je me souviens de ça et c'est pour ça que je te posais la question aussi, parce que je me disais bah oui, il y a des physiques un petit peu diverses et variées. Très variées. Oui. Et du coup, on en arrive au la deuxième chose la plus intéressante, enfin pas la plus intéressante, mais la plus sujette à controverse dans toutes les disciplines, on va dire, le dopage. Est-ce qu'il y a, comme on vient de voir finalement, qu'il n'y a peut-être pas de physique idéale, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à se doper pour atteindre un idéal? Est-ce qu'il y a déjà du dopage qui est reconnu dans le milieu du street workout? Et est-ce que c'est courant? Est-ce que c'est mal vu? C'est bien vu? Voilà. On sait par exemple dans le monde du bodybuilding, c'est même pas bien vu ou mal vu, c'est que tu sais que les gars, passé un certain stade, ils sont dopés. Et c'est comme ça fait partie de la physique qui est beaucoup plus proche. Je sais que je marche sur un terrain glissant, ouais. mais pour moi, j'ai l'impression que ça m'a donné, c'est vraiment que le men's physique justement essayait de redonner un aspect peut-être plus nati, ce qui est un peu... C'est pas seulement spécial, ça. Mais le men's physique, c'est surtout ils portent des shorts super longs, donc ils ont pas de jambes. Donc en fait, non mais les mecs se concentrent pas sur les... Je dis que c'est un terrain glissant, premier truc qu'ils disent, ils ont pas... En fait, grosso modo, l'objectif de la catégorie men's physique, c'est effectivement d'avoir un physique plus accessible à des gens naturels, mais c'est aussi et surtout l'idéal esthétique tel qu'on l'imagine, athlétique et non pas la musculature à l'extrême. Exactement, c'est surtout ça en fait. Mais du coup le dopage devient tout de suite, même s'il est encore présent, il est tout de suite moins rentable. Voilà, exactement, forcément. Moins intéressant. Si jamais tu es un freak, on va dire génétique, tu n'auras certainement pas besoin de te doper, voire peut-être même que tu seras trop musclé pour la catégorie. Donc c'est hypothétique, hein, mais voilà, je pense quand même qu'il y en a plein qui se dopent parce que pour atteindre un niveau de men's physique, il y en a beaucoup qui sous-estiment en fait le taux de, la bonne génétique qu'il faut avoir. C'est ça, et tu essayes de compenser ta génétique. Ça, il y aura ça partout. Exactement. Mais du coup, alors, qu'en est-il en street? Alors, en street, j'aurais deux réponses presque contradictoires. Parce que j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas vraiment de dopage. Et en même temps, à l'opposé, il y a une forme de dopage qui est presque tacitement totalement acceptée. Donc je vais commencer par cette deuxième-là. C'est quasiment tout le monde, et ce même aux compétitions,
consomment de la Red Bull ou des pilules de caféine ou ce genre de choses. La caféine est quelque chose de vraiment courant dans les entraînements et dans les compétitions. Tous les sports. Voilà. Tous les sports, pas là seulement le... Mais c'est quelque chose qui est parfaitement accepté. Et c'est un dopant. Soyons honnêtes, c'est un dopant. Au-delà d'une certaine dose, mais en réalité, ce qui est substance dopante, c'est ce qui est considéré sur la liste comme substance dopante. Et à la rigueur, on ne peut pas dire que la caféine c'est du dopage parce que, évidemment, en dessous d'un certain seuil, parce qu'il y a des seuils à respecter, hein, bien sûr. Oui, mais c'est ça, le truc, c'est qu'il n'y a pas de réglementation en street et que tu peux très souvent voir des personnes avoir pris 1 ou 2 pilules de caféine de 200 mg avant une compétition, plus 2 ou 3 canettes de Red Bull. Ah oui, ça fait beaucoup. La quantité de caféine est énorme. Ouais, Néanmoins, et c'est là que je veux dire qu'il n'y a pas de vrai dopage en street. Souvent, justement, c'est pas les personnes qui vont gagner aux compétitions, ces gens-là, parce qu'ils vont trembler sur beaucoup de leurs mouvements. L'aspect esthétique va baisser. Ils vont aussi être trop pressés sur les mouvements statiques, ne pas forcément tenir leur figure. Ils vont être tellement dynamiques, tellement explosifs que ça va presque paraître bourrin en quelque sorte. Là où nous, vu qu'on cherche l'esthétique, sur de l'agilité, typiquement, on va chercher presque une sensation de flottement qu'on ne retrouvera pas sous quelqu'un qui est dopé à la caféine comme pas possible. De ce même fait, comme en gymnastique, et même plus qu'en gymnastique, il existe des dopants efficaces, mais ils sont rares, difficiles à trouver et souvent très onéreux. Le street, c'est une discipline qui vient de la rue. Rares sont ceux qui ont les moyens de se payer ce type de dopage. C'est donc et il y a beaucoup d'argent en street ou pas? Alors, comme dans tous les sports, peut-être même plus exagéré que dans d'autres sports, il y a de l'argent pour le haut du panier. Ouais. Il y a beaucoup d'argent pour le haut du panier. Les compétitions à Dubaï, c'est en milliers d'euros de gains. Oui, mais milliers d'euros, ça veut dire quoi? Ça veut dire 100 000 euros? Non, ça reste raisonnable, mais pour une compétition, une journée, ça peut être 6 000 euros, plus ton sponsor qui te rajoute une dizaine de milliers d'euros pour avoir participé, plus 2 ou 3 pubs que tu vas choper dans la soirée pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est rien comparé à de plus gros sports. Ouais. Notre sport n'a pas de moyens, soyons honnêtes. Voilà. Mais le décalage entre les petites compétitions et les grosses compétitions est bien plus grande que dans d'autres sports. Tu dis ça, mais regarde, le bodybuilding, c'est... Pourquoi tu me gueules dessus alors qu'on est en train de tourner? Il est con, lui. Je suis en pleine interview, Colin. Reprenons. Après cet interlude, oui, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, tu dis qu'il y a beaucoup de décalage, mais finalement, c'est pas tant... Enfin, regarde, le bodybuilding, par exemple, les mecs qui gagnent... beaucoup, c'est ceux qui gagnent les Olympias, les choses comme ça. Bien sûr. Et les compétitions, même les très grosses compétitions en dehors, tu gagnes un peu de protéines, tu vois. Et il y a du dopage. Mais je pense que dans le street, après moi c'est mon avis, mon opinion subjective pour connaître le milieu de très loin, c'est vrai qu'il y a quand même bien moins de moyens. Il y a bien moins de moyens. Mais je parlais du décalage tout simplement parce que à petit niveau, souvent, on va payer des sommes vraiment presque exorbitantes pour participer à des compétitions où parfois on ne gagne même pas de médaille, alors que ce sont des compétitions officielles. Et quand je disais c'est le haut du panier, faut pas croire que c'est comme dans d'autres sports, c'est-à-dire quand on gagne les championnats du monde, c'est bon. Non, il faut être plus que les championnats du monde pour gagner. C'est déjà quelque chose qu'on ne retrouve pas beaucoup dans d'autres sports. C'est-à-dire que là, si je devais citer ceux qui peuvent gagner leur vie avec le sport, en dehors de ceux qui sont passés coach, en dehors de ceux qui se sont fait une image de marque vraiment, ceux qui gagnent du point de vue de leur performance, ils se comptent vraiment sur les doigts de la main, mais vraiment. Et c'est après des années et des années à rafler plusieurs fois des compétitions de niveau mondial ou plus. C'est un concept drôle quand même qu'on ait des compétitions plus hautes que les championnats du monde. Ben, en fait, tu dis ça, mais c'est pas... Enfin, moi, ça me fait beaucoup penser au système du patinage artistique. Oui. C'est-à-dire que en patinage artistique, ils gagnent les Jeux Olympiques, etc. Mais ça, on parle d'amateur skating. En réalité, le professional skating, c'est quand ils font des shows. Oui. Ils font des shows et là, ils gagnent de l'argent. Donc c'est vrai que discipline artistique oblige, je pense que les gens qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui sont les meilleurs artistes. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Je vais bifurquer sur un autre petit sujet, parce que le dopage, c'est intéressant, mais c'est pas le plus important, parce que je veux dire, j'espère que les gens qui regarderont ma vidéo, leur but c'est pas de se doper ou de savoir s'il faut être dopé pour gagner. Ou en tout cas c'est en pleine connaissance de cause et du coup peut-être pas pratique pour la performance pure. Exactement. Donc ça donne aussi un message d'espoir, c'est de se dire bah, finalement on peut perfer dans plein de compétitions en street workout et ne pas être dopé. Et ça c'est cool parce que si tu te dis je suis obligé d'être dopé pour pouvoir performer, bah, peut-être que tu es un petit peu moins motivé. Bref, mais parlons d'un autre sujet que je trouve très intéressant. Combien de fois viennent s'entraîner, on en a parlé là, les gens par
semaine? Alors la majorité de ceux que je considérerais comme vraiment pratiquants, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour se renforcer, parce qu'ils sont curieux, ou même parce que juste ils aiment bien les sensations, et c'est tout. Ceux qui s'intéressent vraiment à la discipline et souhaitent s'intégrer à la discipline sans pour autant devenir athlète compétiteur, souvent ça va être 4 à 5 fois par semaine, ou un peu plus. Ça dépend des pratiquants et des types de pratiques aussi, parce que par exemple, ceux qui vont s'intéresser plus à la force ne pourront pas enchaîner 5 entraînements par semaine de force, là où ceux qui font de l'agilité vont peut-être des fois faire presque un mois à venir tous les jours, puis s'ouvrent les mains et faire une pause de 2 semaines. Donc on est d'accord que, et c'est ça qui, moi, que je voulais souligner, on est d'accord qu'en fait c'est une discipline qui s'axe tellement sur la technique que finalement tu peux venir très souvent, ta capacité de récupération, à part pour certains maillons faibles comme les mains, tu n'hésite pas à les montrer à la caméra si tu veux. Et encore ça s'est bien refermé là, hein. ça date de samedi. Enfin voilà, ce genre de choses là qui sont des maillons faibles, mais dans l'idée donc c'est une discipline technique et donc les gens, je vais un peu aller plus loin que ça, les gens qui progressent le plus finalement, c'est les gens qui viennent s'entraîner le plus souvent. Pas toujours. D'accord. Ça dépend. Okay. Ça dépend beaucoup. Justement, même on a tendance à trop facilement tomber dans le surentraînement parce que, en fait, je vais faire un parallèle, on est très proche du cirque sur pas mal d'aspects. Okay. Encore plus proche du cirque que de la gym. Parce que justement, vu que nous, on a une grande liberté de mouvement, tu pourras toujours trouver quelque chose à entraîner. Même si tu as les épaules explosées, même si tu as les mains ouvertes, même si tu es crevé, tu auras toujours quelque chose que tu pourras travailler. Encore plus qu'en gym. Néanmoins, justement, on a très tendance à tomber dans le surentraînement. Donc pas seulement dans le surentraînement d'un point de vue vraiment, j'allais dire pathologique, c'est pas pathologique, mais genre le vrai surentraînement où le corps lâche, le système nerveux lâche, oui. Mais même juste le surentraînement purement psychologique, c'est-à-dire de tous les jours je viens, résultat je n'ai jamais une journée où je suis à mon plein potentiel. Et en étant jamais à son plein potentiel, du coup, les nouveaux mouvements sont beaucoup plus durs à débloquer. C'est donc assez rare en réalité chez les débutants que ce soit intéressant de faire de l'entraînement tous les jours. C'est plutôt chez les intermédiaires ou les avancés où du coup, c'est du perfectionnement de mouvement, donc on peut se permettre de le faire tous les jours. Et même moi, encore à mon niveau, et des gens encore plus haut niveau qui le font aussi, il va y avoir des périodes où on va vouloir débloquer un nouveau mouvement et on va calmer le niveau d'entraînement, ce qui peut paraître paradoxal parce qu'on a une quantité de force à gagner, on a un mouvement technique à rentrer, il faudrait peut-être entraîner encore plus, mais non, parce que justement on va devoir s'épuiser pour de vrai, au point où il serait intéressant de se reposer réellement 3-4 jours pour le système nerveux, de récupérer parfaitement ses épaules pour se redonner à fond à la séance suivante. Donc il faut varier en fonction de ce qu'on travaille. Mais comme en cirque, quand on s'y connaît vraiment dans ce type de discipline, on peut finir par même réussir à faire des jours de repos qui n'en sont pas. Oui. Et ça, c'est très intéressant. Oui, et c'est... Alors du coup, si on fait le modèle tel qu'il est établi, quand tu es débutant, un petit peu moins t'entraîner, enfin venir 3 fois par semaine. Entre 3 et 5, suivant la résistance et le type d'entraînement qu'on fait. Voilà, et en fait, plus tu progresses, plus c'est intéressant de passer sur une fréquence d'entraînement plus grande, mais des mouvements, mais d'alterner aussi. Voilà, des mouvements qui sont plus spécifiques, etc., etc. Exactement. Et ça, je trouve ça intéressant parce que du coup, ça montre bien que le street, finalement, c'est l'essence d'une discipline technique. Oui. C'est-à-dire que la technique, elle se bosse que comme ça. Quand tu es suffisamment frais et dispo pour pouvoir mieux l'emmagasiner dans ton système nerveux, et aussi quand tu as suffisamment de disponibilité, on va dire, musculaire pour pouvoir encaisser, enfin musculaire d'endurance, je vais dire de conditions générales, pour pouvoir encaisser quand même un certain volume d'entraînement. Donc c'est, pour moi, c'est, si jamais vous voulez bosser votre technique, eh bien, inspirez-vous des techniques de street et enfin de la façon qu'ont de progresser les gens en street workout, en gymnastique, en cirque, etc. Inspirez-vous de ça parce que c'est pas uniquement quelque chose, cette façon de procéder où on doit toujours être le plus frais possible pour avoir la meilleure technique, la meilleure assimilation technique possible. C'est non seulement démontré dans des études scientifiques, mais en plus, c'est quelque chose qui a fait ses preuves au fur et à mesure du temps. En réalité, ben, si vous voulez débloquer des mouvements et qu'on parle par exemple même à la salle de musculation, même dans votre sport, dans votre art martial, dans quoi que ce soit, inspirez-vous de cette façon de bosser. Ce sont les gens qui réussissent à avoir dans le monde artistique les mouvements les plus précis. Et ben, ça, pour le coup, vraiment, je pense qu'il y a un transfert à faire. Je voulais dire justement, je voulais donner 2 exemples. Il y a un truc qui se dit beaucoup dans le street workout qui pour moi d'ailleurs rejoint énormément le cirque, qui est qu'on considère qu'un mouvement est maîtrisé à partir du moment où justement il peut être fait en fin de séance, épuisé, pas concentré, même après une mauvaise journée, genre au pire de ton état, si le mouvement rentre et qu'il rentre de façon propre, c'est qu'on considère qu'il est maîtrisé. Ce qui prouve bien qu'on ne s'intéresse pas tout le temps à être au summum de son niveau.
mais il ne faut pas non plus tout le temps, en fait même on va assez peu à l'échec au final en street. On ne cherche pas l'échec. Et ceux qui vont s'entraîner tous les jours vont donner justement cette illusion qui fait que les débutants vont souvent tomber dans le surentraînement, c'est que nous on va pouvoir faire des entraînements. Moi j'ai eu une période, c'était la deuxième chose que je voulais mettre en avant, j'ai eu une période où pendant presque 5 mois, je me suis entraîné tous les jours, 5 heures minimum. Ouf. C'est quelque chose que beaucoup de gens n'arrivent même pas à conceptualiser. Mais pourquoi? Parce que pendant ces 5 mois, tous les jours 5 heures minimum, je suis pas sûr d'être allé une seule fois à l'échec. Ça n'a pas dû arriver une seule fois. Et pourtant, je faisais entraînement, et entraînement même avec renfort, etc., tous les jours. Mais j'adaptais énormément. C'est la vraie technique en fait moi je trouve, des champions, et il y a même une super revue méta-analyse qui est sortie dessus. C'est-à-dire que tu gagnes en fait à faire beaucoup de pauses dans tes séries et de ne pas aller à l'échec parce que tu développes la même hypertrophie, la même force, mais beaucoup plus de vitesse. Et donc du coup, si on extrapole ça, la vitesse étant beaucoup plus dépendante, on va dire, de la technique, bah, tu gagnes une meilleure technique. Et je pense, moi c'est mon avis, voilà, je pense que les athlètes, pourquoi est-ce qu'on a l'impression, on dit oui, lui il fait 5 heures de natation tous les jours, lui il fait 6 heures d'entraînement, mais en fait tout le monde se figure que ce sont des entraînements hyper éprouvants qui vont jusqu'à l'échec, etc. Pas du tout. Voilà, pour moi aller m'entraîner au Japon en kendo pendant des fois 5 heures par jour justement, alors moi c'était pendant 10 jours, hein, mais le kendo on va un peu plus quand même à l'échec que le street, donc j'étais bien claqué, mais ceci étant dit, c'était beaucoup moins dur que les stages équipe de France qu'on faisait en France en fait, parce qu'en France, on avait un week-end par mois où on s'entraînait, on faisait 5 heures d'entraînement et c'était l'horreur. Et en fait au Japon, c'est difficile, d'accord, c'est pas facile ou quoi que ce soit, mais c'est toujours dosé de façon à ce que tu finisses l'entraînement sans aucun souci. Et je pense qu'en fait, plus tu accumules du travail technique, plus tu deviens bon dans ta discipline. Donc, si tu veux avoir du travail technique de qualité, tu as tout intérêt à ne pas aller à l'échec. Et ça vaut n'importe où. En calisthenics, nous, ça se fait assez naturellement parce que déjà, vu qu'on est souvent plus dans une ambiance, justement, c'est un peu artistique, mais même comparé à deux disciplines purement artistiques, on fait beaucoup plus mumuse. On n'est pas dans l'exactitude permanente du tout. Donc du coup, il va y avoir plein de moments où on va se poser, on va discuter, on va déconner, on va expérimenter quelque chose n'importe comment sans même forcer. Et ce genre de choses fait qu'on va pouvoir rester 5 heures à l'entraînement, 5 heures où factuellement, oui, non-stop, on se concentre sur l'entraînement, mais concrètement, d'efforts physiques musculaires intenses, on va peut-être avoir 2 heures en réalité. Par contre, Par contre, d'un point de vue extérieur, ça nous paraît incroyable. Ouais. Ben, en tout cas, je pense qu'avec ça, on a bouclé pas mal de sujets. Je pense qu'il va être temps de te laisser... Moi, j'en aurais un quand même. D'accord, vas-y. Un auquel tu n'as pas pensé et qui pourtant, moi, me paraît important. T'as vu des femmes à l'entraînement? Pas beaucoup. Eh, c'est intéressant, ça. Ouais. Et, moi, je vais revirer sur l'interview. À ton avis, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes? Bah, déjà parce que c'est plus difficile pour les femmes, comme on parlait tout à l'heure, au niveau de tout ce qui va être grip, etc., de faire des performances. Et je pense que du coup, comme on a des gens qui se découragent plus facilement, eh ben, tu as fatalement des gens qui restent moins. À mon avis, c'est ça. Alors, je suis à moitié d'accord et pour moi, il manque un gros truc. Là, si on peut avoir un plan vite fait, est-ce que tu peux nous prendre un plan d'ensemble des berges là tout de suite? On a énormément de mecs plutôt baraqués, torse nu, confiants, aussi, bien sûr. Qui gueulent avec de la musique forte. On a vraiment une ambiance presque de banlieue. Alors banlieue saine, banlieue solidaire, banlieue cool, mais presque de banlieue. J'en ai discuté avec beaucoup d'amis, des amis qui pratiquent ce sport, parce qu'il faut pas croire, on a beaucoup de femmes en street en réalité. Et en fait, elles se sentent presque obligées de former leur petite communauté, déjà pour être peinardes, et ensuite parce que justement, sinon, il y a un espèce de climat d'oppression que, en ce moment, de toute façon, on en entend beaucoup parler, le climat d'oppression, l'aspect un peu patriarcal, je lance les gros mots, etc. L'aspect un peu patriarcal que dans le street, on va voir de façon plus exagérée encore. Qui d'ailleurs, en réalité, est totalement faux. C'est-à-dire que sur le plan d'ensemble, sûrement que vous allez voir 3-4 mecs qui sont hyper baraqués, qui sont torse nu, je suis sûr que c'est les amours, les plus gros bisounours de la planète. Ils oseraient même pas lever la main sur une mouche. Mais, d'un point de vue extérieur, c'est pas ça que ça rend. Et on a un autre aspect, c'est comme tu l'as dit, effectivement, il y a cette illusion de peut-être ça va être plus dur pour les femmes, qui est totalement une illusion en réalité. Je sais que tu vas vouloir tempérer ça, mais j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de corps adapté.
notre discipline est tellement ouverte et tellement artistique que, ok, une planche pour une femme, ça va être supra dur. Ok, d'accord. Certes. C'est ce que tu veux dire. Mais il y a énormément de mouvements qui n'ont pas été travaillés par les mecs parce qu'ils seront plus axés souplesse, qu'ils seront plus axés justement grâce, etc., qui ne sont pas encore totalement exploités, mais qui commencent à arriver et qui peuvent totalement se faire, mais qui pour le moment sont inconnus au bataillon. Donc la femme qui arrive, qui déjà est obligée de porter ses ovaires pour aller se mettre au milieu des mecs baraqués, qui veut s'arracher, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire pompe traction. Ça se trouve, elle sait même pas encore en faire, alors qu'on pourrait lui proposer 1000 types d'exercices différents. Et on va lui dire, ouais, bah le premier mouvement c'est une back. Comme moi je t'ai dit, le premier mouvement c'est une back. En réalité, le premier mouvement c'est une back, principalement pour les hommes, pas forcément pour les femmes. Les femmes, ça va plutôt être un L-sit, un V-sit ou un I-sit. Ça va être aussi un peu d'agilité, genre un demi 360 ou ce genre de choses. Je vous laisserai faire vos recherches, c'est assez intéressant. Et beaucoup de femmes, dans d'autres pays où justement c'est un peu moins fermé qu'en France sur cet aspect-là, vont commencer plutôt par l'aspect agilité, où il n'y a aucun écart entre les hommes et les femmes, voire même certaines femmes vraiment nous atomisent. Ou pareil, même des mouvements en force comme le Festo qui demande beaucoup plus de souplesse d'épaule, et donc pour peu que la force soit là, elles pourront nous battre très rapidement. Et c'est pas quelque chose qui est mis en avant. C'est comme en gymnastique, il y a des agrès spécifiques aux femmes, aux hommes. Là où nous on va pas le séparer, parce que nous ce qui va nous intéresser c'est en freestyle la performance générale. Donc si tu ne nous cales pas de planche, mais qu'on a l'impression que c'est pas que t'as pas voulu en caler parce que tu pouvais pas, mais parce que tu avais d'autres choses à proposer, ça ne dérangera personne. Ouais. C'est normal en fait, dès qu'on est dans une discipline qui est artistique, pour le coup, il y a beaucoup de, de différences qui s'effacent, et notamment les différences de corps, les différences entre les genres, etc. C'est vrai qu'il y a d'autres atouts, et effectivement, tu soulignes un aspect qui est important, c'est l'aspect général extérieur du street workout fait très banlieue. Oui. Mais c'est normal, street. Et c'est pas si vrai que ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'insiste sur le calisthenics et non le street workout. Parce qu'en plus, plus on va dans les compétitions et moins c'est banlieue. Ah, mais évidemment, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que là, par exemple, quand on voit ici, on voit pour l'œil non averti, non exercé, on peut se dire oh là là, ils ont l'air patibulaires un peu. Alors que quand tu viens, moi pour avoir passé du temps avec vous au FIBO, pour avoir machin, des gens adorables, les gens du street workout. Hyper ouverts. Voilà. Mais d'ailleurs en fait c'est un truc général qu'on voit dans les banlieues, c'est que d'un point de vue extérieur ça paraît extrêmement agressif, et quand tu apprends à les connaître, c'est juste que des fois ils sont réfractaires alors que nous ici on ne l'est pas. Mais dans les banlieues en fait il y a une grande solidarité, une grande ouverture d'esprit et une acceptation énorme. En tout cas, beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser d'un aspect extérieur. C'est surtout ça. Ça s'oppose beaucoup entre l'image et la réalité. Et pour pas que la vidéo dure trop longtemps, parce que sinon je sais que... Mais les femmes, participez, venez, vous pouvez, et c'est cool. C'est important de le dire. Et en tout cas, très bien que tu sois passé sur ce dernier point. Mais du coup maintenant, on va conclure la vidéo et on va se dire à une prochaine fois, peut-être avec Colin, probablement avec d'autres personnes avant, parce qu'il faut que je fasse un peu tourner les gens. Mais si jamais vous trouvez que c'est intéressant, si vous voulez voir une partie 2, si vous voulez aider la chaîne de façon générale, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner comme d'habitude. Et prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao. Enchanté, Cathy. Et explique-nous un petit peu au niveau du fait d'être une femme dans le street workout, quelles sont peut-être les barrières qu'il peut y avoir? Est-ce que véritablement il y en a une fois qu'on est dedans? Est-ce que ton ressenti de façon générale là-dessus? La première fois que tu es arrivé dans le street, est-ce que tu n'as pas eu l'impression qu'il y avait c'était un groupe de mecs complètement hermétiques et que tu pouvais pas du tout venir t'entraîner avec eux? Non, pas du tout. D'accord. Quand je suis arrivée, c'était même l'un des premiers à me dire viens faire avec nous des entraînements, viens faire l'âge de nous des 3-6, 60. D'accord. Donc nous encourage en fait. D'accord. Et donc même d'un point de vue extérieur, t'as pas du tout eu l'impression, même tu sais pas quand tu es rentré dedans, mais juste avant, tu t'es pas dit ça va peut-être être un peu difficile ou quoi que ce soit? Si. Si, quand même. Un peu. D'accord. Et tu penses que ça peut être démotivant peut-être pour des femmes à ce niveau-là, peut-être que c'est des raisons pour lesquelles on voit aussi peu de femmes qui font du street workout? Oui et non. Oui et non, c'est-à-dire? Oui, quand on regarde c'est impressionnant, les gens ils se disent c'est impossible de faire ça, puis au final je vois des filles, elles ont des muscle-up, des tractions, des 366, des fronts, plein de choses. Ouais. C'est cliché on va dire. Non, donc en réalité en fait, peut-être que n'importe quelle femme finalement peut se mettre au street workout et progresser. Ça c'est sûr, mais après, ce qui les retient peut-être c'est juste l'aspect psychologique.
De commencer, je veux dire. Oui. Oui. Tu penses qu'il y a ça? Par exemple, est-ce que toi tu conseillerais à tes copines de faire du street workout? Oui. Oui. Franchement, oui. D'une, parce qu'il y a une bonne ambiance. C'est une grande famille, donc ouais, il n'y a que ça. D'accord. Donc c'est au niveau en fait de l'ambiance générale, tu trouves que ça crée une communauté en fait soudée et ça t'aide à progresser. Et puis tu penses que de façon générale aussi le milieu est safe, il va pas y avoir des gros charros, des choses comme ça ou Faut juste pas calculer. Faut juste pas calculer. D'accord, il y en a quand même. Oui, il y en a, mais faut pas calculer. D'accord, il y en a pas plus qu'ailleurs? Un peu de partout. Non, mais je veux dire par là, il n'y en a pas plus qu'ailleurs. Non. Non, enfin voilà, dans la rue par exemple, on sait que quand t'es une fille, bah, tu te fais emmerder malheureusement. Ouais, et tu te fais pas plus emmerder au street qu'ailleurs finalement. Là où on pourrait avoir l'impression, ils sont tous torse-poil, machin, etc. On pourrait se dire, ah, peut-être que. Et non en fait. Et bah non, parce qu'en fait, si une fille elle se fait emmerder alors qu'elle s'entraîne, il y a toujours un garçon qui va prendre sa défense en disant, ouais, tu peux la lâcher là. Ça, c'est important. Moi, depuis que je suis là, j'en ai vu des mecs qui disaient, qui cherchaient des filles, il y a des garçons qui sont doués, mais en fait, stop, arrête de forcer. Ça, c'est bien. Donc du coup, finalement, le street, c'est un milieu safe dans lequel les femmes peuvent s'entraîner. Et ça, c'est plutôt pas mal. Oui. Puis ils sont là pour nous encourager. J'ai arrêté, là, je viens de reprendre. Bah, Colin, c'est l'un des premiers à me dire, allez, dépasse-toi, fais plus que ça. Je crois qu'il dit pas aller, je crois qu'il dit Davaï, un truc comme ça. Ouais, Davaï. Davaï. C'est notre... c'est notre phrase. Bref, j'espère que cette partie 2 t'aura plu et je te le rappelle, pour soutenir mon travail, ça se passe en description. Il y a tout un tas d'options comme me suivre sur les différents réseaux ou même contribuer financièrement. Sur ce, prends soin de toi et à la prochaine.